France. Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle. et chacun te prenait un peu de plume à l'aile. Mais quand l'ennemi arriva, les guerriers étaient là, mais plus les sentinelles. Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle. Moi je t'aimais et je ne disais rien. Je n'avais pas 16 ans. France, tu t'en souviens? Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle. Je n'ai rien dit. Moi, j'étais trop enfant. J'ai pris le fusil de la sentinelle et puis c'est fini maintenant. France. Pardonne-moi si je te le rappelle. Je me sens si seule par moments. Jean-Pierre Rosnet. Bonsoir amis, bonsoir. J'ai projet de consacrer cette soirée poétique à un hommage aux habitants de Haute-Savoie et du Vercors qui, par leur générosité et par leur courage, ont rendu possible les combats décisifs de la libération. Et nous allons tout d'abord aller au Maule, qui est une petite montagne au-dessus de Saint-Joire en Faucigny, où l'armée secrète a créé son premier maquis en 1941. Et nous avons rendez-vous avec quelques-uns de ceux qui furent à l'origine de ce premier haut lieu de la résistance qui donna naissance au plateau des Glières. Je vais vous présenter quelques-uns de ceux qui furent à l'origine de ce vaste mouvement. Ils sont là, ce sont des Hauts-Savoyards, l'un est paysan, l'autre est mécanicien, l'autre est professeur. Enfin, je vais vous les présenter. Eh bien, nous avons Madame Bastian et puis Monsieur Bastian. L'un et l'autre sont cultivateurs. Et Bastian était responsable des liaisons et du ravitaillement au camp de Vues-en-Salane, nous en reparlerons tout à l'heure. Mon vis-à-vis, vous l'avez reconnu, est le colonel Drôle-Hermine, qui fut le chef des maquis du Vercors. Mais je suis sûr que si je disais tout ce que je pense de lui, m'interdirait de le faire, et tout ce que la résistance lui doit. Nous avons un tout petit peu plus loin la fille d'Auguste Noir, Jocelyne, et puis Auguste Noir lui-même. Auguste Noir qui était un des responsables de l'AS, du Maule. Auguste, dont le frère Jo, qui était avec nous au Maule, est mort en revenant de Buchenwald, puisqu'il avait été arrêté par les Allemands. Et puis son autre frère a été tué au combat d'Annecy, qui ont précédé la libération. Et puis un peu plus loin, c'est notre ami Végia, on le reconnaît, parce qu'il n'a plus beaucoup de cheveux sur la tête. J'espère qu'il est maintenant dans la caméra. Camille, c'est lui qui m'a accueilli, je me souviens, tiens, c'était dans son petit café, dans un petit café à côté de l'église, à Saint-Joire, et c'était là que se réunissait Ruffnac, c'était là que se réunissait Auguste Noir, c'était là que se réunissait Valette Dozia, qui est devenu par la suite d'ailleurs général, qui était un ancien commandant du 27e BCA, enfin, tous ceux qui ont organisé ce maquis, et Jean Rémillet, certainement que j'en oublie, mais nous le retrouverons tout à l'heure. Et puis un peu plus loin, nous avons Jean-Vincent Verdonnet qui est avec nous à deux titres. D'une part, trois titres je dirais même, avec son épouse. D'une part parce que c'est un ancien du maquis, et d'autre part aussi parce qu'il est savoyard bien sûr, et enfin parce qu'il est poète. Il est même un poète qu'en son temps, Blaise Cendrars, qui est sans doute le plus grand des poètes, avait remarqué. Et nous parlerons aussi tout à l'heure de Jean-Vincent Verdonnet. Et puis nous avons Joseph Thévenot, qui était aussi un des responsables de ce premier mouvement qui ça se réunissait un petit peu, comme je l'ai dit, à Saint-Joire, au Café de la Poste, qui est maintenant devenu le Café des Sports, et puis aussi à Bonneville, chez un
je me souviens plus de son nom, il y avait un avocat là, comment l'appelle-t-on? Quelqu'un va me dire son nom. Hein? Voilà, voilà. Hein? Et puis Joseph, donc, qui a été un des responsables de l'AS, qui maintenant bricole les voitures dans son coin, qui s'est fait complètement oublier. Ils m'en veulent tous d'ailleurs de parler de cette période-là, mais je crois que c'était un hommage que vous méritiez bien. Et puis à côté, ben non, à côté c'est Martine de Breteuil, qui va offrir un poème aux Savoyards et aux résistants. Et puis notre ami à côté, Nico, qui a été aussi un résistant très étonnant. Et puis notre ami qui est plus jeune, Jean-Claude Carrier, dont malheureusement le papa, qui a perdu son papa, enfin son père a été assassiné par les nazis, a été assassiné à Pouilly, qui est un petit village martyr qui a été détruit du premier à la dernière maison par les nazis. Et après, ben, vous avez le responsable des images que nous voyons, Robert Pellet soi-même, qui est de Ville-en-Salaz, et qui est dans le coin là-bas, je pense qu'on le voit, avec sa petite moustache. Si on ne le voit pas, tant pis, on l'imagine, se rapportant à son talent. Hein, on se fait quelque idée de lui. Voilà, je vous les ai brièvement présentés. Je voudrais maintenant, non pas m'étendre abondamment sur ce sujet, mais vous dire qu'à cette époque, nous avions un jeune chef, qui s'appelait Henri Plantat. Henri Plantat qui a eu une attitude au-dessus de tout éloge, et qu'Henri Plantat a été assassiné par les Allemands au pont du Gifre, et que c'est précisément à Henri Plantat que je voudrais dédier pour commencer le poème qui va bientôt suivre. Ce poème sera interprété pour nous, il va être interprété pour nous par Christian Goris. Vous voyez maintenant, c'est le petit café où je suis arrivé au Maquis, à 50 mètres de l'église, tenez. Hein. Alors là, ben vous voyez Pasquier qui a eu son père fusillé, enfin, vous savez, dans la région là-haut, qui n'a pas eu un parent de tuer? C'est une région qui a été très cruellement éprouvée. Et puis, je souhaiterais voir bientôt, là voilà, tiens, ben ça c'est le père, c'est précisément le père d'Henri Plantat. Il est avec Auguste Noir. Vous voyez, cet homme maintenant, j'espère qu'il ne nous écoute pas, un petit peu perdu la raison, mais avec quoi. Et puis voilà maintenant la plaque. Elle va pas tarder d'arriver, la plaque, où on voit le nom d'Henri Plantat et la date où il a été assassiné par les nazis. Et puis on voit dessous des gosses qui jouent aux billes. Ben, c'est tant mieux, parce qu'il faut que les gosses jouent aux billes, il faut que ces gosses oublient ce qui s'est passé, que la vie continue. Donc, à tous ceux-là que je viens de dire, et à ceux que j'oublie, et auxquels je demande pardon de les oublier, parce qu'ils sont très présents dans mon cœur, à tous les premiers résistants, je dédie le poème qui va suivre, et c'est Christian Goris qui va nous le dire. C'est un poème d'Yvan Goll, qui s'appelle « La grande misère de la France ». Eh bien, nous allons maintenant quitter le môle d'où d'ailleurs un beau matin, c'était inévitable, nous fûmes délogés par les Italiens. Et ce jour-là, nous en sommes à peu près bien tirés. L'un d'entre nous, Guy Herminet, a eu une balle dans le pied, un autre a été fait prisonnier. Mais enfin, dans l'ensemble, pour notre première rencontre avec l'ennemi, les choses s'étaient pas trop mal passées. Et nous nous sommes repliés du côté d'Ognon. Vous voyez, le curé d'Ognon, maintenant, ben, il a peut-être un peu oublié ces choses, mais pas toutes, je suis sûr. Et voilà, il est en train de s'occuper de ses paroissiens. Et c'est à lui que nous devons d'avoir trouvé un chalet de repli au-dessus de Mejvet, à côté des Brons, les Brons qui sont de braves paysans, qui existent toujours là-bas et qui ont fait beaucoup pour nous. On leur doit toujours 30 litres de lait, il n'y a pas longtemps que j'y pense. Et puis voilà, maintenant c'est le père Bosson. Ben, le père Bosson, quand on revenait d'opération ou quand on revenait de ravitaillement, ben, c'était chez lui qu'on allait manger l'omelette. Ça se passe à Mejvet. Et tous ces braves gens ne se prennent pas au sérieux. Ils ont oublié ces choses, ils veulent les faire oublier. Ils ont fait leur devoir avec simplicité. Celui que nous voyons maintenant, Corbet, celui qui a la mine épanouie, était le secrétaire du maire de Mejvet. Il en a fait des fausses cartes d'identité. Et je me souviens, et il s'en souvient aussi, de la mienne. Je m'appelais Armand Mallet à l'époque. J'avais 16 ans, mais sur mes papiers, j'avais 18 ans, ce qui faisait déjà beaucoup plus sérieux. Et puis, ma foi, de Mejvet, nous sommes passés au col de la Braie, à côté de chez les Borézy. Voilà le père Borézy, à côté d'une tombe de l'un des nôtres, le père Borézy, qui est toujours là-bas, qui vient malheureusement de perdre sa femme, et qui joue maintenant avec son chien. Et le père Borézy avait 2 filles, qui maintenant sont des mères de famille, mais qui étaient à l'époque 2 charmantes jeunes filles, et auxquelles je disais des poèmes le soir, quand j'avais quartier libre, quand Panduf, qui était notre chef, un ancien fusilier marin, me donnait l'autorisation, comme ça,
d'aller les voir. C'était en toute pureté, je vous assure. Je leur disais des poèmes et je crois même leur avoir fait découvrir Éluard, Aragon et Marie-Noël. Et Suzanne était tout particulièrement attachée à Marie-Noël. C'est ce qui fait que maintenant, je lui offre, à titre de souvenir et d'hommage à elle et à toutes les jeunes filles qui ont prêté quelques rêves au maquisard qui les voyait de loin entre deux arbres, je lui offre ce poème de Marie-Noël qui s'appelle Les deux sœurs, et c'est Martine de Breteuil qui va l'interpréter.